Vous nous rejoignez sur la foire de Montpellier Languedoc-Roussillon, soyez les bienvenus, la région en direct. Et c'est une chronique tout attachante que nous allons traiter maintenant, puisque voici, c'est près de chez vous. Alors si tout à l'heure on va évoquer un des sites remarquables les plus beaux de France, une jolie balade sur le mont Canigou, on va tout d'abord parler d'une réserve naturelle, en l'occurrence celle de l'île de Sainte-Lucie. Bonjour Sophie Dumas. Bonjour Jean-François. Alors c'est vous qui animez cette chronique, je vous rappelle que vous êtes journaliste donc à la région et aujourd'hui vous avez deux invités pour cette très belle destination. Voilà, tout à fait. Nous sommes ici tous les trois ensemble pour parler d'un petit coin de l'Aude, pas forcément connu de tous, l'île de Sainte-Lucie, une île quasi vierge de toute habitation qui s'étend sur 225 hectares, plantée au cœur de la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, elle-même située dans le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Donc vous avez répondu à l'invitation de la région sur ce plateau et je vous en remercie. Et nous allons passer tout de suite aux présentations. Tout d'abord, vous, Jérôme Paoli, donc vous êtes garde technicien de la réserve naturelle régionale Sainte-Lucie. Vous sillonnez en permanence cette réserve et vous allez pouvoir nous raconter, j'en suis sûre, les moindres anecdotes. Et ensuite, bonjour Jérôme. Bonjour. Et ensuite vous, Philippe Bonnour. Donc vous êtes chargé de mission environnement à la mairie de Port-la-Nouvelle. Vous connaissez, vous sillonnez aussi l'île depuis 30 ans. Et en quelque sorte, vous êtes un peu notre mémoire. On en reparlera tout à l'heure. Si vous voulez. Bonjour Philippe Bonnour. Bonjour. Alors, vous vous souvenez, tous les deux, nous nous étions rencontrés lors d'un reportage pour le mensuel de la région qui s'appelle l'Accent du Sud. Et c'était en mars. Et nous avions tourné un reportage d'ailleurs. Alors avant toute chose, pour que les téléspectateurs situent immédiatement cette réserve naturelle régionale, je me tourne vers vous, Philippe Bonnour. Pouvez-vous nous situer en deux mots, parce que je vous connais, ce petit coin de paradis qui est entouré d'étangs. Alors c'est où? Alors, et vous avez raison de souligner que c'est un petit coin de paradis qui occupe une grande place dans la commune puisqu'il représente presque 22% de sa surface. Ce site est situé donc entre l'étang de l'Ayrol au nord, la zone portuaire au sud et à l'ouest est bordé par la voie ferrée. Il se compose de trois entités relativement distinctes et qui sont l'île bien sûr qui a été achetée par le conservatoire en 1983, les salins qui ont été fermés en 2005 et repris par le conservatoire en 2007 et la plage dont le conservatoire est aujourd'hui attributaire. Mais je vous avais dit, donc, où est-ce qu'on peut... Comment on fait pour y aller finalement? Parce que c'est dans l'Aude, mais alors c'est où? Pour y aller, on prend bien sûr la sortie de Port-la-Nouvelle si vous arrivez par l'autoroute. Vous traversez une partie de la ville jusqu'au canal de la Robine et vous remontez par le chenal jusqu'à l'écluse où vous pourrez vous promener soit dans les salins, soit sur l'île. D'accord. Alors bon, on a un petit peu planté le décor, on va dire, ça y est, on voit à peu près où c'est. Mais pour se faire une meilleure idée, regardons ensemble une petite vidéo qui retrace en images les caractéristiques de cette réserve. C'est parti. L'île Sainte-Lucie, c'est une île qui fait à peu près 300 hectares, qui a été complètement boisée et qui depuis 2009 est donc classée en réserve naturelle régionale et qui donc, a été ouvert au public, donc avec des circuits de 7 km pour la boucle la plus longue, qui permettent au public d'accéder à différents panoramas sur l'ensemble du territoire, des lagunes, des massifs autour. Vous allez lever la tête et vous allez voir des dizaines, voire des centaines par moment d'oiseaux qui vont vous passer au-dessus, qui vont migrer à la remontée d'Espagne. Ou alors, si vous avez un peu de chance, vous pouvez voir des sangliers ou des chevreuils qui vont être près du sentier en train de se nourrir. Et puis, vous allez avoir des ambiances de cigales en été qui vont être complètement ahurissantes. Voilà. Moi, je conseille de venir faire le matin le tour du site le plus tôt possible pour profiter vraiment de la fraîcheur du site et de la faune et de la flore. Et ensuite, si le cœur l'enrondit, d'aller à travers les salins pour regagner le littoral et voir même si les conditions sont bonnes, d'aller piquer une tête en mer, puisque le site le permet, donc d'avoir ces trois facettes. Un côté île le matin et puis d'enchaîner sur la partie salin et une fois des salins, aller profiter du littoral.
Donc, je vous invite donc à venir visiter la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie. Et si jamais vous avez l'occasion et si vous nous croisez, n'hésitez surtout pas. On est tout à fait ouvert au public et bien au contraire, on appréciera de vous renseigner. Donc n'hésitez pas. Alors, Jérôme Paoli, on vient de finir avec vous et on reprend. Expliquez-nous un peu. On entend parler de réserve naturelle régionale, de parc naturel régional et d'île. On s'y perd un peu. Pouvez-vous nous éclairer rapidement? Oui, alors très rapidement, donc, la réserve naturelle régionale, c'est un label que la région a voulu dédier à ce site un peu d'exception en 2009. Et le parc naturel régional est un des gestionnaires du site au même titre que la commune de Port-la-Nouvelle. Et donc, comme le précisait tout à l'heure Philippe, le site, en fait, il y a 3 entités, la partie île de Sainte-Lucie, les Salins et la plage de la Vieille Nouvelle. Donc l'île, si j'ai bien compris, hein, elle est entourée que d'étangs. Comment ça marche? Rappelez-nous, quels sont ces étangs? Alors, donc, elle est entourée de 2 étangs, l'étang de l'Hérole et l'étang de Bages. Et sur la partie ouest du site, c'est la mer Méditerranée. Donc elle est entourée en fait de ces trois entités. Et elle est reliée par le canal de la Robine qui arrive de Narbonne et qui rejoint Port-la-Nouvelle à son embouchure. Et donc c'est ces 2 étangs, Hérole, Bages, plus la Méditerranée qui entourent ce site. Le canal de la Robine, il a un lien avec le canal du Midi. Alors, oui, comment ça se passe avec les péniches? Il est en lien avec le canal du Midi et il y en a régulièrement des péniches, donc des plaisanciers qui arrivent depuis Narbonne jusqu'à l'écluse de Sainte-Lucie pour pouvoir passer quelques journées et venir visiter le site ou descendre jusqu'à Port-la-Nouvelle, refaire un peu le plein et remonter ensuite par le canal de la Robine. Donc, elle est entourée de salins aussi, hein, si j'ai bien compris. Et je me souviens quand j'étais venue vous voir en reportage, vous m'aviez dit à l'époque, c'était au printemps, que les salins devenaient roses au printemps, puis rouges à l'automne. Alors, parlez-moi un peu de ces salins. C'est quoi ces salins? Ils fonctionnent toujours? On peut les visiter? On peut s'y promener? Alors oui, on peut s'y promener. C'est un site qui n'est plus utilisé actuellement pour faire de la culture de sel, qui est plus exploité depuis 2005. Et depuis, donc, l'objectif de la réserve naturelle, c'est de favoriser donc, la biodiversité, donc, notamment la faune et la flore. Et sur ce site, donc, qui n'est plus alimenté en eau, donc, il y a des résurgences de sel en été qui font qu'on a ces reflets roses en fin de journée, qui sont classiques des anciens salins. Et les reflets rouges qu'on peut avoir en automne sont liés à la végétation qui rougit et donne des tons très pastels, très beaux selon les époques. Et comme en ce moment, quand on va sur le site, on a vraiment ces couleurs qui sont vraiment impressionnantes entre le bleu très, très, très turquoise du ciel, des couleurs très vertes encore pour certaines végétations et d'autres très rouges. Ça donne des ambiances qui sont très, très, très belles à voir. Vous êtes amoureux de cette île? J'en suis tombé amoureux. Oui. Alors, justement, je vois écrit police. Oula. Bon, de l'environnement, certes, mais c'est quoi votre rôle? Parce que j'ai dit tout à l'heure que vous étiez garde technicien de la réserve. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre métier, au cas où ça intéresserait des jeunes d'ailleurs, qui souhaiteraient faire ce genre d'études? Qu'est-ce que vous faites dans cette île? Donc mon travail au quotidien, c'est vraiment être le plus possible présent sur le terrain pour pouvoir à la fois observer tout ce qui peut s'y passer, notamment au niveau faune ou flore, observer les oiseaux, observer les insectes, observer les différentes plantes au fur et à mesure des saisons. C'est également faire tout ce qui est travaux, accompagner les travaux avec la mairie de Port-la-Nouvelle, tout ce qui est travaux d'entretien, mais aussi donc des animations avec du public scolaire ou du grand public tout au long de l'année. Et également, donc, comme vous l'avez précisé, un travail de garderie, puisque ce site a une réglementation. Donc c'est mon travail de faire appliquer cette réglementation et si les infractions sont commises, d'intervenir à ce moment-là. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante, je vous l'accorde. Oui, ça arrive quand même. Vous avez des personnes qui ne respectent pas certaines choses? Ça peut arriver. Oui. Alors, Monsieur Bonnour, lorsque je vous avais rencontré lors du reportage, vous avez plein d'histoires à nous raconter sur l'île. Ou presqu'île d'ailleurs, hein, parce que je crois que c'est pas vraiment une île. Alors, c'était une île au temps des Romains, et aujourd'hui, les atterrissements font que c'est une presqu'île, puisqu'il y a une langue de terre jusqu'à Narbonne. Alors, pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire de cette île qui appartient au Conservatoire du Littoral? Comment elle était il y a 30 ans, puisque c'est à peu près à ce moment-là que vous avez commencé à travailler en lien avec cette île, et bon, comment elle a été classée par la région au sein d'une réserve? Alors, c'est exact. Il y a exactement 30 ans que le conservatoire a acheté
cette terre. Et je me rappelle très bien de ma première impression qui est mélangée. Il y a d'une part de l'émerveillement, de voir un potentiel extraordinaire au point de vue touristique, mais il y a aussi un petit peu de déception, parce que nous avons hérité d'un espace qui n'était pas géré, au moins sur le plan de vue sylvicole. Donc il a fallu travailler très rapidement pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions de sécurité le public. Et avec nos collègues de l'Office national des forêts, et après bien sûr avoir établi un plan de gestion forestier accrédité par le propriétaire. Et nous avons travaillé, si vous voulez, pour faire simple, sur 3 axes. Le premier, c'était un maillage de zones ouvertes et de zones boisées, de façon à augmenter le linéaire de clairière et à favoriser la biodiversité. Le deuxième, ça a été d'implanter des arbres qui soient différents que ceux qui existaient sur le site, pour que la suprématie du pin d'Alep soit un peu moins présente. Et le troisième point a été d'améliorer les conditions forestières par des techniques comme le dépressage, comme l'élagage, afin de rendre la forêt moins sensible au feu. Donc, ça c'était il y a 30 ans, vous avez fait tout ce travail-là, on va dire, fait encore plus, pendant 30 ans. Et donc la région a classé cette île au sein d'une réserve. Il y a une, voilà. Absolument, absolument. C'était en 2009, c'est ça? C'était en pourquoi 2009. On l'a classée alors? Pour la préserver, je suppose? Oui, parce que géographiquement, c'est une entité cohérente qui se compose d'une île boisée, d'un marais salat et d'une plage. Et où nous avons des biotopes très différents, ce qui en font l'intérêt. Et donc, tout naturellement, le conservatoire a accepté ce classement par la région et nous sommes toujours en train de gérer cet espace. Alors, juste pour remonter un petit peu dans le temps, si je me souviens bien, les Romains utilisaient déjà cette île et ensuite des moines, c'est ça? C'est exact. C'est la première partie de l'histoire de Sainte-Lucie, par l'occupation romaine qui commence au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et lorsque les galères romaines de la 10e Légion sont arrivées dans le golfe de la Narbonnaise, ils connaissaient bien entendu cet endroit parce que stratégiquement c'était certainement le meilleur endroit de France pour accoster, puisque vous avez un croisement entre l'Italie, entre l'Espagne, entre l'Atlantique, entre le nord par le Rhône. Et il y avait aussi également des conditions de vie très très excellentes, parce que on le doit à l'alchimie de l'eau douce et de l'eau salée, ce qui fait qu'on a davantage de poissons, que les coquillages sont plus gros, qu'il y a du gibier, et donc les conditions de survie ou de vie sont quand même très bien facilitées. Donc les Romains arrivent et il leur manque quelque chose, il leur manque la pierre. Et cette pierre, ils vont la découvrir sur Sainte-Lucie, qui va devenir en très peu de temps une immense carrière, qui va satisfaire les besoins romains pour leur défense, pour leur voie, pour leur domus et pour, continuer d'agrandir le port de Narbo-Marcius, qui était à l'époque, il faut se le rappeler, la première fille de Rome. Donc l'île était complètement occupée par les Romains, ils y vivaient, ils avaient leur maison. Absolument, absolument. C'était une île complètement habitée. C'était une île complètement habitée, gardée, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, il y avait des bandes de sauvages qui pillaient les bateaux lorsqu'ils le pouvaient, car il y avait de la richesse sur ces bateaux, il y avait les armes, il y avait les payes des soldats, il y avait les étoffes, il y avait la nourriture. Et donc tout ceci était bien sûr convoité. Et les Romains avaient compris qu'en se mettant à l'anse de Cocène, à l'abri de l'anse de Cocène, et gardés par quelques légionnaires, ils pouvaient conserver ces biens précieux. Alors juste, après les Romains ont fait un grand bond, je le sais, mais... on va faire sinon, un grand on va y bond rester toute l'après-midi sur l'histoire de l'île. Mais il y a eu des moines ensuite, exactement, il y a eu des moines. Alors, disons que grosso modo... l'île a été occupée par le clergé jusqu'à la Révolution, où elle a été confisquée. Et c'est le receveur des douanes, M. Oran, de Port-la-Nouvelle, qui a pu la racheter en 1791 pour une valeur de 45 000 livres.
Et puis ensuite, vous avez une succession de propriétaires terriens jusqu'à l'achat du conservatoire en 1983. Ce qui me fait simplement dire, et vous allez me permettre de le souligner, que je suis persuadé, comme beaucoup, que cette île est née sous une bonne étoile, puisque aujourd'hui elle est préservée, elle est chouchoutée, et elle fait le plaisir de beaucoup de promeneurs. Oui, d'ailleurs, comme vous disiez, préservé et chouchouté, aujourd'hui, la réserve est co-gérée par le parc naturel régional et la commune de Port-la-Nouvelle. C'est ça? C'est exact, et je pense que c'est une excellente chose également parce qu'on joint nos possibilités. Le parc s'occupe de toute la gestion, disons, administrative et scientifique, et la mairie, elle, a pour mission tout ce qui est technique grâce au matériel que nous avons et que nous mettons à disposition de cette réserve avec Jérôme, bien entendu. Et tout ça pour le grand public, finalement, Jérôme. Je voulais savoir, Jérôme Paoli, vous êtes le garde sur cette réserve. Est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce que des projets sont en cours au niveau du tourisme? Où on en est finalement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2009, c'est tout jeune pour une réserve naturelle, donc il y a énormément de projets en cours qui se mettent en place au fur et à mesure des années, donc c'est des projets qui peuvent mettre pas mal de temps à se mettre en place. Mais l'objectif des gestionnaires et des partenaires que sont la région et le Conservatoire du littoral, c'est de mettre en place un site qui soit le plus ouvert au public possible, mais tout en préservant la biodiversité. Donc c'est tous les enjeux qu'on peut avoir sur ce site. C'est à la fois de favoriser la faune, la flore et le paysage, tout en permettant au public de s'approprier un peu ce site, puisqu'il est déjà propriétaire de ce site-là, et c'est de lui permettre de s'approprier encore plus cette faune et cette flore. Ce qui est tout à fait la définition d'une réserve. D'ailleurs, on ne met pas la nature sous cloche, c'est ouvert au public. Et d'ailleurs, cet été, comment cela s'est passé? Vous avez eu du monde? Qui sont les visiteurs? C'est plutôt quoi? Des marcheurs, des VTTistes, des personnes qui viennent en péniche? Ou ça dépend des saisons en fait? Racontez-nous un petit peu toutes ces personnes qui viennent. Ça dépend vraiment des saisons. Pour ce qui concerne cet été, on a eu, alors pour nous c'est un peu plus décevant, pour la mairie de Port-la-Nouvelle c'est plus rassurant. On a eu un peu moins de monde que les autres années parce que nous on joue beaucoup au rythme de la météo. Et donc lorsqu'on a moins de monde en été, c'est qu'il a fait très beau et que du coup le monde était à la plage. Donc trop chaud aussi peut-être. Voilà. Mais on a un public aussi également de locaux qui vient profiter des circuits sur l'île pour faire du VTT, pour faire de la course à pied, pour faire de la marche. Donc on a vraiment deux publics, un public un peu familial qui vient chercher un brin de fraîcheur ou un peu d'ouverture sur les lagunes, et un public également de locaux, donc qui a pris ses habitudes le matin ou en fin de journée et qui s'approprie ce site pour faire le jogging, sportive, notamment raconté. Le jogging. Voilà. D'accord, donc on peut tous y aller en famille avec les enfants, on peut emmener le VTT. Exactement. Et justement, on avait parlé d'un chemin de halage. Oui. Vous pouvez nous en dire juste un mot de ce chemin qui est très long et qui rejoint, on peut aller jusqu'à Narbonne, je crois. Alors le chemin de halage, c'est le long du canal de la Robine, c'est un chemin qui servait à faire, enfin Philippe en parlera certainement mieux que moi, mais c'est un chemin qui permettait donc de tracter les péniches par seulement donc le chemin de halage, c'était les chevaux qui tractaient le long du canal les péniches et qui les ramenaient vers Port-la-Nouvelle. Et donc ce chemin aujourd'hui est aménagé pour que les VTT et les piétons puissent l'utiliser depuis effectivement Narbonne et même plus loin sur le canal du Midi et permettre de rallier Port-la-Nouvelle. Et vous m'aviez dit que des fois des personnes louaient des péniches, y passaient le week-end voire plus. Racontez-moi aussi, parce que comment ça se passe? On loue les péniches où ça? Donc à Narbonne, au Béziers ou plus haut, des personnes qui souhaitent passer quelques jours près de la réserve naturelle de Sainte-Lucie et qui arrivent jusqu'à la dernière écluse, puisque nous on est sur la dernière écluse du canal de la Robine, arrivent à l'écluse, restent là à marrer quelques jours, voire une semaine entière, et profitent de tout ce qu'ils peuvent trouver sur le secteur de la Narbonnaise, et entre autres viennent profiter de la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie. Et vous faites des visites guidées aussi, je crois, avec les enfants? Mais que les enfants des écoles, vous ne faites pas de visite guidée pour le grand public? Alors, on a les deux activités sont prévues sur le site. On a démarré là, depuis début septembre des programmes d'animation scolaire à destination des collèges et des lycées. Donc on a eu la première animation ce jour. Et également, on a
en saison, donc à partir des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint. On a des animations qui sont ouvertes au grand public, qui sont organisées, qui sont animées par un réseau d'animateurs, des professionnels qui sont Et comment on fait pour connaître ces animations? On va sur le site internet du parc naturel régional? Exactement. Donc, il y a la liste. Dès les vacances de Pâques, le programme d'animation est mis en place sur le site internet et également sur la commune de Par-la-Nouvelle en différents points. Donc c'est des animations qui sont entièrement prises en charge par le Conseil général de l'Aude, donc qui sont totalement gratuites et pour tout public, avec également ponctuellement des animations pour les malentendants. D'accord. Voilà, donc vraiment ouvert à tout public. Ce qui est important, c'est que c'est gratuit. C'est l'objectif, c'est tout l'intérêt aussi, c'est qu'on propose des animations qui sont très diversifiées, qui sont centrées sur de l'observation des oiseaux, sur la flore, mais également des activités plus culturelles avec des randonnées comptées, avec de la gravure, enfin voilà, tout un panel d'animations très diversifié pour avoir le plus large public possible. Alors Monsieur Bonneau, on parlait justement d'animation et d'accueil. Je crois que la mairie, du moins l'été, met en place chaque été les dispositifs d'accueil pour les touristes. Rappelez-nous juste ce que vous faites pour que tout se passe bien au niveau environnement, etc. Oui, donc la mairie met en place un service de saisonniers pour ouvrir à 10 heures par jour, de 9h à 19h, comme l'horaire du canal d'ailleurs. Et ces saisonniers sont basés en partie à la maison éclusière pour accompagner les gens et les faire passer en toute sécurité sur les écluses. Parce que, comme vous pouvez le penser, une écluse, ce n'est pas fait pour passer des touristes. C'est fait pour écluser des bateaux. Et il y a cette mixité entre le passage des bateaux et la traversée par le public qui peut s'avérer dangereuse. Donc on garde cette sécurité. On réfléchit à un autre cheminement qui serait situé en amont et qui, prendrait la troisième écluse pour être équipé et pour offrir un petit peu plus de sécurité. Voilà ce que nous essayons de faire. Et nous gardiennons aussi le site tous les jours fériés et les week-ends. Bon, quoi qu'il arrive, sur cette réserve et sur cette île, on peut y aller quand on veut. C'est pas fermé à un moment donné de l'année. Alors les seuls moments où elle peut être fermée, c'est lié aux conditions météo en été, lorsqu'il y a des risques importants d'incendie. Et à ce moment-là, donc les consignes sont données par les saisonniers justement. S'il y a besoin que l'île soit fermée parce qu'il y a un trop gros risque d'incendie, à ce moment-là, le rôle des saisonniers est justement d'informer le public que l'accès à l'île est fermé, mais c'est les seuls moments où elle est fermée de l'année. Oui, parce que je rappelle, cette île est très boisée. Hein. Je me souviens quand on était allé, c'était très boisé. Mais dites-moi, Jérôme, parce que je suis avec vous, l'île est déserte, hein, c'est un peu une île sauvage, mais il y a encore quelqu'un qui vit sur cette île. Exactement. Qui est-ce? Alors oui, donc c'est effectivement il y a encore une activité sur place au domaine de Sainte-Lucie, donc c'est une personne qui travaille maintenant pour le parc naturel régional de la Narbonnaise, qui s'occupe d'un chantier de charpenterie marine et qui a une activité associative de conservatoire fluvio-maritime et qui fait de la restauration de barques. Et bien alors justement, nous avons des images sur cette personne qui s'appelle Yann Pajot et on va le voir en train de travailler avec ses barques. Regardons-les ensemble. Bonjour, je suis animateur d'un conservatoire maritime et fluvial avec plein d'autres personnes aussi, avec un chantier naval associatif qui s'appelle les Ateliers de la Mémoire et qui est hébergé ici par le Conservatoire du Littoral sur ce beau terrain de Sainte-Lucie. Au-delà de la restauration, on essaie d'avoir une démarche de conservation des savoir-faire liés à la charpenterie marine, à l'histoire de ces bateaux, mais aussi de communiquer et de transmettre auprès du plus grand nombre. Tous les gens qui sont de passage ici s'arrêtent, regardent ce qu'on fait, nous questionnent, on leur répond. Retrouvez-nous tous les jeudis au domaine de Sainte-Lucie. On pourra vous présenter nos ouvrages en cours et le travail et la passion qu'on a pour ce métier et pour ce territoire aussi. À bientôt. À bientôt Yann. Donc comme vous l'avez compris, vous pouvez le rencontrer si vous allez sur cette île. Il est là pour vous parler de son métier. Eh bien écoutez, je pense que nous en savons un peu plus sur cette réserve et cette île. Il n'y a plus qu'à s'y rendre finalement, en vélo, à pied. Juste peut-être, Jérôme, vous nous rappelez le chemin vite fait au cas où il y a des personnes qui auraient pris l'émission en route.
comment fait-on pour se rendre sur l'île? Rappelez-nous, en prenant l'autoroute par exemple à Neuf? Voilà, en prenant la sortie d'autoroute de Sigean, donc la 9, et ensuite prendre la direction de Port-la-Nouvelle. Et ensuite, dès les ronds-points arrivés à Port-la-Nouvelle, les indications de réserve naturelle de Sainte-Lucie et maison éclusière sont présentes, qui vous guident par le chemin de halage jusqu'au parking et jusqu'à la maison éclusière de Sainte-Lucie. Et alors peut-être un petit dernier conseil, on va dire environnement, le conseil du garde? Je dirais qu'en ce moment, ce qui est intéressant, après la période un peu estivale où les lumières étaient très chaudes, c'est de profiter justement de cette période où les lumières sont beaucoup plus saines pour observer, avec des lumières qui sont très très belles, avec des ambiances sur les anciens salins qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, dans des tons qui sont pastels, et de profiter aussi des espèces d'oiseaux qui commencent à venir hiverner sur le site, sur les zones de marais, sur les zones des étangs. Et voilà, tout au long de la journée, on a ces oiseaux qui sont présents sur le site. Et c'est surtout pour les ambiances paysagères qu'il faut venir en ce moment. C'est vraiment un vrai bonheur pour les yeux. Ça tombe bien, donc c'est le moment. Et je suis sûre qu'on peut vous rencontrer et vous poser toutes les questions qu'on veut. Avec vous plaisir. Êtes là pour ça. Et on peut vous rencontrer aussi, Monsieur Bonneau, parce que je sais que vous sillonnez beaucoup cette île. Je vous remercie à tous les deux d'être venus et de nous avoir présenté cette petite île quasi déserte, cette île sauvage. Jean-François, je vous laisse on a pu rêver enchaîner. Grâce à vous, Sophie, grâce à vous, messieurs. Merci beaucoup. Je retiens les ambiances paysagères, ça donne envie d'y aller. On va aller dans un instant partir vers un autre site et un des plus beaux sites remarquables du pays de France. On va aller dans les Pyrénées-Orientales. Une jolie balade vous attend avec Virginie sur le Canigou. A tout de suite.